Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau samedi politique. Alors comme vous le voyez, la voix c'est pas ça, les neurones on va essayer de faire avec. En tous les cas on va s'attaquer à la situation internationale et à cette crise ukrainienne qui a des conséquences sur toute la scène mondiale. On va se demander que fait l'Europe sur ce théâtre. Que fait la France qui disparaît peu à peu du terrain diplomatique? On va s'intéresser à toutes ces questions, mais avant toute chose, comme chaque semaine, n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette émission. Allez, c'est parti. Et pour cette émission, je suis avec Caroline Galacteros. Bonjour madame. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, géopolitologue et présidente du think tank Géopragma, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier Vers un nouveau Yalta qu'on avait présenté d'ailleurs sur TV Liberté. Alors pour commencer, Caroline Galacteros, l'actualité géopolitique de cette semaine est particulièrement chargée. L'agenda prévu pour le G20 qui était organisé à Bali en Indonésie a été considérablement balayé par la crise en Ukraine. Et je voudrais revenir pour commencer à la citation du général de Gaulle. En géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Le général Pierre de Villiers s'est récemment exprimé à ce sujet. J'aimerais juste écouter quelques secondes de son intervention pour commencer. Il est temps de revenir à une approche de paix pour mettre tout le monde autour de la table. Cette guerre n'est pas l'intérêt des pays européens et certainement pas de la France, peut-être des Américains, certainement pas pour nous. Pourquoi les États-Unis auraient-ils intérêt à avoir vu ce conflit éclater? Parce que, oui, là vous ouvrez le débat de manière très large. Eh bien parce que les Américains sont dans une longue crispation, je dirais une crispation impériale, et que dans le cadre de cette crispation et de ce rassemblement de leurs forces, et de leurs alliés et de du reste de ce qu'il leur reste de crédit moral et politique, eh bien, ils ont besoin de pouvoir construire et poursuivre, comme toujours, une adversarité, puisqu'il faut toujours qu'ils aient quelqu'un en face, il faut toujours qu'ils justifient leur impérium et qui justifie la soumission des autres ou l'allégeance des autres. Donc, enfin, de ce point de vue-là, jamais directement, jamais de front. Hein. Non, ben non, c'est à ça que nous servons tout de même. Il faut bien s'en rendre compte. L'Ukraine, c'est le lieu, c'est le lieu de l'affrontement avec la Russie. Et c'est bien sûr la gâchette immédiate. Mais derrière, il y a naturellement l'Europe, qui, au nom d'une union nécessaire, n'est-ce pas, face à la barbarie russe, doit être remise en état de marche, le petit doigt sur la couture du pantalon et faire ce qu'on lui dit. Et elle le fait. Et elle le fait. Donc l'Amérique a intérêt à reprendre l'Europe sous sa coupe, affaiblir la Russie très durablement. Et c'est pour ça qu'elle a enfreint les lignes rouges, parce qu'on ne peut pas dire que Vladimir Poutine n'avait quand même pas prévenu la planète depuis des années et des années, qu'il y avait tout de même une limite à l'élargissement et à la menace qu'on faisait peser de son point de vue sur son pays. Via l'OTAN. Via l'OTAN, bien sûr, via la remise en cause de tout l'équilibre de la dissuasion, parce que c'est pas seulement l'OTAN, c'est le bouclier antimissile, c'est la remise en cause des accords stratégiques, c'est tout un tas de choses, c'est tout un processus. Cette guerre en Ukraine n'est que la fin de ce processus. C'est pas la fin de la guerre, mais c'est la fin de ce processus de délitement de la sécurité en Europe. Et c'est d'ailleurs le général de Villiers que vous avez montré là, a encore une fois parlé très justement. Il faut revenir à l'idée d'un apaisement. C'est pas du pacifisme, c'est de la raison. C'est que nous, il n'est absolument pas de l'intérêt des Européens, et ils commencent à s'en rendre compte, peut-être un peu tard, mais ça ne les empêche pas d'obéir. Ce n'est absolument pas de l'intérêt des Européens de s'opposer durablement et d'être dans une relation vraiment de conflictualité avec la Russie qui est leur voisin. Ce n'est pas le cas de l'Amérique. Alors on s'intéressera à ça un petit peu après, mais oui. On a le sentiment qu'avec les États-Unis, c'est plus compliqué que ça quand même, parce qu'on a l'impression qu'il y a deux factions aux États-Unis. Il y a
des bellicistes, si je devais caricaturer. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui disent, bon, il va peut-être falloir quand même penser aux négociations, il va peut-être falloir calmer le jeu. Et c'est un peu toujours la même chose avec les États-Unis, c'est qu'on voit bien que ils ne parlent pas non plus d'une voie unique. Alors, ça c'est aussi un vaste sujet. Je pense qu'il y a des fondamentaux de la géopolitique américaine, et l'affaiblissement de la Russie en est un, et ça c'est transpartisan. Il y a des fondamentaux politiques américains parce que ça nourrit parce que les politiciens et les politiques américains sont au service du complexe militaro-industriel. C'est ça qu'il faut comprendre. La guerre est faite pour l'argent, la guerre est faite pour la puissance, la guerre est faite pour la projection de puissance à tous les sens du terme. Donc, oui, bien sûr, il y a des factions, il y a des néocons qui originellement étaient dans le camp démocrate, mais aujourd'hui il y en a aussi chez les républicains. Ça n'empêche pas les concurrences politiques très âpres, bien sûr, aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y aura pas la définition d'une posture générale. Et cette posture générale américaine, elle est déterminée par la réalité du conflit. Et la réalité du conflit n'a rien à voir avec la propagande qui est faite autour. Donc, il est clair que les Américains, après avoir poussé à la roue et finalement poussé les Ukrainiens à faire ce qu'ils ont fait, et poussé donc les Russes à réagir, etc., etc., les Américains, maintenant, sont un peu sur une ligne de crête, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin. Il faut arriver à maîtriser la marionnette ukrainienne, ce qui n'est pas évident, parce qu'elle coupe ses fils toute seule. Hein, de temps en temps, elle prend une paire de ciseaux, hop, elle coupe un fil. Bon, donc là, on vient d'avoir un exemple quand même avec ce qui s'est passé en Pologne. On pourra peut-être en reparler. Donc, il faut arriver à contrôler la marionnette tout en la faisant agir, puisque l'idée est une guerre d'usure et un affaiblissement durable à la fois économique, militaire, stratégique de la Russie, sans aller non plus tout en maîtrisant l'escalade. Bien sûr. Il s'agit de maîtriser l'escalade. Et là, je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fous furieux autour du secrétaire d'État, etc. Mais vous avez aussi le Pentagone. Et les militaires, malgré tout, ont une vision bien souvent, à part quelques exceptions, notamment chez nous, mais ont une vision bien souvent beaucoup plus lucide de ce que signifie la guerre, de ce qu'est le véritable rapport de force militaire. Or, contrairement à tout ce qui est raconté dans les médias mainstream, eh bien, la Russie n'est pas tout à fait dans la position tellement défavorable que l'on décrit. Ce n'est pas fini. Les Russes sont en train de se remettre en état de pouvoir repartir. Et certains Américains, le général Miley, par exemple, l'a dit. Il a dit il va falloir que l'Ukraine fasse des concessions. Il va falloir quand même faire un retour à la réalité. Puis il y a une évidence qu'on a l'air d'oublier parfois quand on explique que la Russie est en position défavorable, c'est que le terrain de guerre, c'est pas la Russie, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine. L'Ukraine, c'est quand même un fondamental qui est important de rappeler. Non, mais l'Ukraine, elle est moribonde. Voilà, elle prend des salves de missiles. Ils ont à peine le temps de réparer. Paf, ça repart. Bon. Après, il y a un rapport de force. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 200 000 hommes qui vont être bientôt redéployés. Réinjectés, si vous voulez, dans les forces russes. Alors oui, certes, ils n'ont que 6 mois de formation ou 3 mois de formation, etc. Mais ils ne remplacent pas les soldats russes. Ils viennent en renforcement. Donc il y a un rapport de force numérique, il y a un rapport de force de toute façon entre les pertes ukrainiennes et les pertes russes, qui est là aussi absolument nié. On ment là-dessus quand même depuis 8 mois. Donc le rapport, il est entre 1 et 5, 6, selon les phases. C'est-à-dire que pour un mort ou blessé, parce que la proportion après est encore différente, mais d'une manière globale, pour un Ukrainien qui tombe ou qui est blessé, pour un Russe qui tombe ou qui est blessé, il y a 5 Ukrainiens en moyenne. Donc on ne se rend pas compte de tout ça, à tel point que désormais les forces ukrainiennes sont de plus en plus remplacées, parce qu'elles ne sont plus capables ni de générer de nouvelles troupes, ni d'ailleurs de les former. Elles sont de plus en plus remplacées par un certain nombre d'alliés de l'OTAN qui, informellement, sont déjà sur le territoire ukrainien. Voilà, il n'y a pas besoin d'article 5, ils sont déjà là. Alors, si on revient à cette question des intérêts, aujourd'hui, cette guerre, qu'est-ce qu'elle apporte à la Russie, concrètement ?
Quels sont les intérêts de la Russie? Quels intérêts la Russie est-elle en train de défendre avec ce conflit? Je pense qu'elle défend son existence et sa persistance en tant que nation et en tant que système aussi de valeurs, quoi qu'on en pense, alternatif. Elle défend probablement dans l'idée, moi je ne suis pas russe, hein, mais dans l'idéologie, dans la manière dont est construite l'idée de nation et de puissance souveraine et de démocratie souveraine. Nous on appelle ça une dictature, mais enfin eux ils appellent ça la démocratie souveraine. Bon. Toujours une question de point de vue. Voilà, toujours une question de point de vue. Eux ils défendent en fait leur indépendance de pensée, d'action, de décision par rapport au pôle occidental, qui est quand même globalement en déroute, en tout cas qui est défié, qui est de plus en plus défié, pas seulement par les Russes, qui est défié par plus des 2/3 de la planète, à vrai dire. Et ça se voit, ça, dans les votes à l'ONU, dans l'ampleur des abstentions. Bon. Donc il y a ce que j'appelle, moi, depuis des années, la bascule du monde, donc qui s'est accélérée avec ce conflit. Il y a la dédollarisation de l'économie qui est en cours et qui est le grand sujet, en fait, derrière tout ça. Parce que, finalement, l'impérium américain, ou l'unipolarité rêvée par les Américains, elle s'appuyait sur la dominance du dollar, à partir du moment où il y a une alternative, et où cette alternative peut faire, sinon envie, du moins correspondre à des intérêts de plein de pays qui ne veulent plus être sous le joug occidental américain, qui ne veulent pas non plus être d'ailleurs sous le joug russe ou chinois, mais qui font leur marché. C'est là que les choses ont changé, et c'est là que les Russes ont très bien compris l'affaire, puisque eux parlent, comme les Chinois d'ailleurs, de multipolarité, et du fait qu'il faut admettre cela, qu'il faut renoncer à l'idée d'hégémonie et qu'il faut retrouver des équilibres. Et des équilibres à partir du droit international, pas à partir des règles. Parce que les règles, c'est bien pratique. Hein, c'est la règle, c'est celui qui les édicte, qui décide que c'est les talons. Et qui les respecte, oui, bien sûr. Et qui les respecte, lui, bien sûr, oui, non, généralement pas, en plus. C'est bon pour les autres. Donc les Russes, ils jouent une partie considérable, pas seulement de sécurité ou d'équilibre stratégique, mais ils jouent, c'est vrai aussi, ils jouent leur immunité stratégique. Ils jouent leur crédibilité globale aussi, d'ailleurs, pas seulement vis-à-vis des États-Unis ou de l'Europe, mais vis-à-vis de l'Afrique, mais vis-à-vis de l'Asie, mais vis-à-vis de la Chine. Parce que c'est quand même un couple, je ne dirais pas que c'est Laurel et Hardy, mais enfin, c'est quand même un couple dans lequel il faut que chacun trouve sa place. Le couple, ou en tout cas l'alliance tactique est extrêmement pragmatique entre les Chinois et les Russes, et pas de l'amour tendre, encore une fois. Donc les Russes, qui sont certes au milieu, qui sont certes le plus grand pays du monde, qui sont certes le pays le plus doté d'un milliard de matières, toutes plus précieuses les unes que les autres, certes, enfin, ils ne font jamais que 150 ou 160 millions de personnes, quoi, max. Donc versus 1,4 milliard, versus... voilà. Et même militairement. Donc la partie est lourde. Et puis après, il y a la partie de Vladimir Poutine lui-même, du pouvoir russe lui-même, qui est pour lui, qui explique aussi beaucoup, alors je vais dire quelque chose qui va choquer, mais enfin de la retenue initiale des options tactiques russes prises en février et jusqu'à septembre, à vrai dire. Pendant 6 mois. Jusqu'au pont de Crimée, à peu près. Oui, jusqu'au pont de Crimée. Là, encore une chose qui était une provocation et qui a entraîné un changement de portage et un changement de niveau. Et aussi d'ailleurs des buts politiques. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a déjà 4-5 jours peut-être, Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères russe, et Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère, ont fait une déclaration en disant « Oui, mais la Russie est prête peut envisager de négocier, mais sur la base des réalités du terrain. » Donc, petite phrase, en apparence sibylline, qui, à mon avis, pour les Russes, était très claire, c'est-à-dire sur la base de ce qu'on a déjà conquis. Voilà. Et qu'on n'a pas, a priori, l'intention de rendre. Il y a des choses qui ne vont pas être négociables. Enfin, par exemple, si on pense à Kherson, qui maintenant a été récupéré par les Ukrainiens, même si, certes, les Russes sont partis, il y a quand même un référendum qui a été organisé.
devrait être rattaché à la Russie. Mais c'est rattaché. Peskov, le porte-parole du Kremlin, a dit l'oblast, pas seulement la ville, l'oblast, la région de Kherson, appartient à la Fédération de Russie. Donc rien n'est terminé. Voilà. Donc je ne connais pas les termes d'une négociation possible. Je pense que les Américains commencent à y songer. Je pense que... Voilà. Alors justement, cette semaine, c'était le G20, donc on en a parlé. Mais la veille du G20, à Ankara, se sont rencontrés... Patrushev et comment il s'appelle, Burns. Et Burns, donc les deux homologues des renseignements russes et américains. Alors c'est assez amusant que ça soit la veille du G20, parce que si on n'avait pas voulu comprendre que c'était pas au G20 que les choses allaient se passer comme ça, c'était fait. Qu'est-ce que ça vous évoque que ce soit organisé à Ankara? Alors, d'abord, c'est très bien. Enfin, moi, personnellement, je pense que les services, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que dans les plus grandes périodes de tension, avec des jeux de posture, avec des jeux de désinformation, de propagande, de tous les côtés, comment dirais-je, de jusqu'au boutisme des uns, des autres, etc., les hommes de renseignement, ils font attention. Voilà, c'est un autre état d'esprit, c'est une autre manière de voir les choses, c'est un contact avec le réel bien plus fort que les politiques ou les diplomates. Et donc, pour la maîtrise de l'escalade, si vous voulez, pour que tout ça ne dérape pas, et là, on a eu encore une fois un exemple avec ce qui s'est passé en Pologne, eh bien, c'est très bien. Donc, moi, c'est pas le premier contact entre Burns et Patrushev, hein, donc... Ça fait un petit moment déjà, simplement, c'est indicible, parce que ça voudrait dire que les Américains discutent avec les Russes tout en les vouant aux gémonies. Mais bon, c'est la réalité des choses. Il faut quand même faire attention à ce que tout ça ne leur échappe pas, ni aux uns ni aux autres. Bon. Pourquoi Ankara? Eh bien parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le président Erdogan, quand même, le patron du sans faute pour le moment, extrêmement bien sa barque. Et je dirais qu'il a valorisé au maximum son appartenance à l'OTAN, lui. Alors là, on peut dire que lui, il a tout compris. Voilà, donc il a compris qu'il était utile à tout le monde, donc précieux, donc on le ménage, donc on lui donne ce qu'il veut, généralement, sur tout un tas de sujets. Donc on fait en sorte que son économie ne tombe pas, parce qu'elle n'est quand même pas en très bon état, donc voilà. Avec un petit coup de pression d'ailleurs, si je peux me permettre, je fais une parenthèse, mais l'attentat qui a eu lieu à Istanbul, attribué au PKK, intervient bien pour mettre un coup de pression à l'OTAN quant aux prochaines possibles entrées dans l'OTAN, justement en Scandinavie. Oui, c'est-à-dire il montre de temps en temps, qu'il n'est pas dupe, et de personne, ni des intentions des Russes, ni de celles des Chinois, ni de celles des Américains, ni de celles des Iraniens. Incarné, lui. Voilà. Il montre qu'il n'est pas dupe, il montre que sa capacité de nuisance est importante. Et que donc... et personne n'en doute. Voilà, et personne n'en doute, et personne ne conteste plus grand-chose, à vrai dire. Hein. C'est tout ça, si on se replace en 2015-2016, au moment du coup d'État manqué, là, de juillet 2016, je crois que c'était d'ailleurs la première fois que je suis venue sur votre plateau. C'est bien possible. Enfin, ça me rappelle vraiment ça. Le coup d'État de Fethullah Gülen. Voilà, le coup d'État manqué, qui a été arrêté aussi parce qu'ils ont été prévenus par les Russes, parce que Erdogan a été prévenu par les Russes. Et qui était organisé, bon... Fethullah Gülen, il est aux États-Unis, quoi, depuis longtemps, en fait, hein, et les réseaux gulenistes, ils sont puissants, et bon, voilà. Donc, tout ça fait qu'on a bien souvent besoin d'Erdogan, quoi. C'est l'homme neutre, ce qui est quand même un comble, mais voilà, il sert à la fois ses objectifs propres et il sert bien ceux d'un dialogue malgré tout minimal, mais nécessaire. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est possible parce que finalement, il est le dernier à pouvoir faire ça. Oui, il y en a plein qui se sont proposés, hein, mais jusqu'au pape. Les Omanais, le pape, Israël. Et d'ailleurs, il y a d'autres efforts. Il y a d'autres efforts en ce moment même, mais qui sont des choses discrètes, qui sont des prises de contact, qui sont des...
Voilà, il faut absolument que nous sortions de cette espèce de conflit qui, soi-disant, serait celui qui devrait voir soit la fin de la Russie, soit la fin de l'Ukraine à tout jamais, et de l'Europe derrière elle. Oui, bien sûr. Et que l'Europe derrière elle, il y a d'autres solutions. Il faut repenser et rétablir la sécurité en Europe. Et pour ça, l'Ukraine va devoir faire des concessions. Je suis désolée. C'est comme ça, parce que le rapport de force n'est pas en sa faveur, contrairement à ce que tout le monde raconte. Vous voyez, il y a des limites à la méthode Coué. Donc on peut raconter que l'Ukraine gagne la guerre, on peut expliquer, formidable, ils sont rentrés dans Kherson, ils ont repris Kherson, c'est une déroute. Non, c'est pas du tout ça. C'est une décision tactique et même stratégique, à vrai dire, du général Sourovikine, qui a considéré qu'il devait préserver ses troupes, redéployer, les réinjecter ailleurs, attendre un petit peu. Enfin, c'est pas on s'en va la queue entre les jambes, c'est juste que... Oui, c'est une guerre, c'est pas une bataille. C'est la préservation, voilà, c'est la préservation de la Crimée, c'est tout un tas de choses. Donc si on veut rentrer dans la... Pourquoi Kherson, et même pourquoi Kharkov, ça ne veut pas dire on s'en va pour toujours parce qu'on a en fait vu trop grand, vu trop large, etc. Ce qui est vrai, c'est que fin mars dernier, on n'était pas très loin des conditions d'un accord, en tout cas d'un cessez-le-feu possible. Et à ce moment-là, les objectifs militaires, notamment, mais aussi politiques, russes, étaient beaucoup plus restreints. Et qu'à partir du moment où, que ce soit Boris Johnson, que ce soit Biden, etc., tout le monde a dit à Zelensky, t'inquiète pas, on te back, vas-y, continue, on est derrière toi, il faut se faire les Russes. Voilà. Eh bien, tout ça est parti à volo. Simplement, les Russes n'ont pas tout à fait réagi comme on voulait. Mais ça, c'est parce qu'on est dans une bulle. On est dans une bulle de... Comment dire ? On est dans une énorme... Moi, j'appelle ça une dissonance cognitive. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte de ce qui se passe vraiment parce qu'on ne peut pas le supporter. Parce qu'on ne peut pas supporter le réel. Le réel ne nous obéit pas. Et donc, on préfère le nier. Voilà. Et donc, on est décalé. Et donc, on ne comprend rien ce qui se passe. Et donc, on prend de mauvaises décisions. Et donc, ça dure. Et ça dure aux frais, malheureusement, des Ukrainiens. Exactement. Alors justement, ça c'est toujours important de le rappeler parce qu'à chaque fois, plus on fait durer les négociations, plus on refuse la paix, plus c'est le peuple qui en paie le prix. Toujours. Et vous rappeliez justement à juste titre ces avancées vers la paix qui semblaient arriver assez rapidement, qui ont été fréquemment sabordées par des dirigeants occidentaux. Et là, on vient d'évoquer cette réunion, cette rencontre à Ankara. Et là, le lendemain, arrive donc cette affaire de missiles qui tombe sur la Pologne, qui fait 2 morts en Pologne. Donc c'était mardi soir en France, en tous les cas. Et on a pu regarder les médias français se déchaîner littéralement. Ouais. Mais on a les médias français. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir la manière dont les Polonais et les Baltes ont immédiatement dit « ça y est, il faut invoquer l'article 4, voire le 5, c'est une attaque contre nous, consultation, machin ». Enfin, ils ont qui voulait dire donc que tous les pays de l'OTAN seraient entrés en guerre contre la Russie. Auraient eu le devoir de protéger la Pologne, qui est un membre de l'OTAN. Bon. On a vu les Américains qui, eux, savent tout, parce que les trajectoires de missiles, ce qui part, ce qui sort pas, tout ça, on sait tout, en fait. Donc, on sait que c'est un missile ukrainien, un vieux S-300, des missiles qui étaient... Ces versions-là, c'est des missiles que les forces russes n'ont plus depuis longtemps, que les forces ukrainiennes ont. Donc, on sait que c'est un missile ukrainien, mais que c'est un missile ukrainien qui, théoriquement, aurait dû aller donc d'ouest en est, c'est-à-dire vers les Russes. Les Russes faisant l'inverse. Or, il est tombé en Pologne. Il est tombé vers l'ouest. Donc comment cela se passe-t-il ? Comment cela se peut-il ? Et c'est là qu'il y a plusieurs scénarios. Alors, soit c'est juste une erreur, une mauvaise trajectoire, voilà, quelque chose... D'ailleurs que Zelensky n'a peut-être même pas compris, et peut-être que ses premières réactions étaient des réactions en disant « mais bon, ça peut... sincère, voilà. » Il est vrai qu'il existe dans les forces ukrainiennes, parce que le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que les Ukrainiens sont en train de perdre la guerre, contrairement à ce qu'on raconte. Bon. Et les Russes sont en train de se préparer à la phase d'après. La seule chose qui peut sauver, entre guillemets, les Ukrainiens, c'est une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne.
décidé par l'OTAN. Bon. Donc pour ça, il faut une action de l'OTAN, il faut une volonté de l'OTAN. Surtout que maintenant, il y a des troupes de pays de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Voilà. Ouvertement, on va dire, parce qu'il y en a depuis longtemps. Ouvertement, même si personne ne le reconnaît vraiment, mais enfin, ils sont là. Bon. Donc comment faire? On peut imaginer aussi que c'était un false flag, convenu entre ces éléments des armées ukrainiennes qui ont bien conscience que pour eux, c'est la pâtée en perspective, et que la seule solution, c'est effectivement de faire intervenir, de monter en gamme, d'escalader, oui, et de faire en sorte que l'OTAN s'implique plus directement. Et à ce moment-là, ça explique, parce que c'est ce que disent certains spécialistes que j'ai pu écouter, qui sont des anglo-saxons, attention, ce pas des Russes, je le dis ici, c'est pas du tout des sources russes, hein, des sources américaines en l'espèce, qui disent, mais en fait, ça peut marcher par radar, c'est-à-dire le missile a sa trajectoire déviée à partir d'un spot qui est sa trajectoire initiale. Donc, bon, bref, il faudrait que je vous fasse la démonstration, mais c'est peut-être ce qui s'est passé. C'est peut-être entre des éléments polonais et des éléments des armées ukrainiennes, pas forcément au niveau du président, que ce scénario a pu être envisagé. Ce n'est peut-être pas ça. C'est un cas vraiment une erreur, tout simplement. C'est peut-être vraiment une erreur. En tout cas, c'est pas les Russes. Voilà. Or, tout le monde, comme d'habitude, a crié au feu. Oui, mais c'est un S-300. Oui, c'est un S-300. Mais c'est un vieux S-300, fabrication entre 79 et 82. C'est la jurisprudence du Novichok. Voilà. C'est russe. Ah, la jurisprudence Novichok, oui, c'est vrai. Alors, quoi qu'il en soit, on a, comme je le disais tout à l'heure, vu les médias français quand même particulièrement virulents la soirée du mardi, au point même que Ségolène Royal a réagi, même si dans cette crise, on doit dire qu'elle est plutôt très très correcte dans la ligne qu'elle tient. Et je vous propose de relire ce tweet. Ukraine. Pendant des heures, une fausse information sur la Pologne a semé la peur et l'escalade des menaces. Il faut des sanctions contre les auteurs de propagande de guerre qui veulent empêcher le cessez-le-feu et créer une instance de validation des informations de guerre. #paix. Les auteurs de propagande de guerre qui veulent empêcher le cessez-le-feu, il faut les punir, dit-elle. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? C'est les médias qu'il faudrait punir, je ne sais pas. Ou les gens qui sont sur tout un tas de réseaux sociaux et qui sont des va-t-en-guerre, mais absolument ahurissants. C'est marrant parce que dans le même temps, France Télévisions fait un clip vrai ou fake pour nous expliquer qu'ils ne diffusent que des informations vraies et vérifiées. Oui, mais ça, c'est le propre de la propagande. C'est-à-dire, on intègre la fonction vérification à sa propagande. C'est comme ça, on s'assure que même si ça ne marchait pas parce que les faits ou d'autres informations viendraient démentir la vérité officielle, la Pravda, si j'ose dire, eh bien, on a soi-même les instances, c'est un peu comme des codex, ou vous voyez, des choses comme ça. On a soi-même décidé qu'on était le juge de paix. Voilà. Donc on est à la fois, des élégances. Voilà, on est l'arbitre des élégances, on est juge et parti. On est juge et parti, en fait. Mais quand tous ces gens agitent la menace de la Troisième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils la veulent, cette Troisième Guerre mondiale? Ou c'est simplement ils sont un peu idiots et ils croient ce qu'on leur dit et c'est la première information qu'ils ont vue. Zelensky lundi, donc tout va bien, c'est un missile russe qui vient frapper la Pologne. Mais déjà, il y a une incapacité à imaginer... Déjà, il y a une incapacité à pouvoir juste écouter ce que dit la Russie. Voilà, on n'écoute pas ce que dit la Russie par principe, parce que la Russie, c'est le diable. La Russie, c'est le mal. Poutine, c'est un monstre. Tout est... Voilà, on l'a vu sur d'autres conflits, mais là, quand même, là, ça atteint des degrés de stupidité. Mais c'est pas seulement de la stupidité, c'est du cynisme. C'est-à-dire que il y a un effet entretenu de diabolisation, et on se dit... Alors, est-ce que c'est de la bêtise? Je ne sais pas. Si vous voulez, comme on vit pour moi, dans une époque où l'image, ou d'ailleurs les mots, font office de réalité, on se dit qu'à force on va installer, comme on dit, un narratif, puisque c'est la guerre des perceptions. Oui. C'est la guerre des perceptions. Très bien, donc on en est à la guerre des perceptions. Simplement, on oublie que derrière, il y a une réalité. Il y a une réalité militaire, il y a un rapport de force militaire
Il y a une capacité des uns et des autres à durer, voilà, de résilience, on pourrait l'appeler comme ça, à la fois collective, populaire, nationale et militaire. Et donc, voilà, on est entraîné dans notre truc. Après, je pense que nous avons malheureusement un monde médiatique et d'ailleurs un monde intellectuel en grande partie qui ne sait pas du tout ce que c'est que la guerre. Je veux dire, il mériterait d'aller faire quelques petits stages ouvriers, comme on Pourtant, comme on ils la disait. veulent. Hein. Oui, mais ils la veulent, voilà, mais parce qu'ils sont dans l'idéologie, parce qu'on est dans le dogme. Ça me rappelle quelqu'un. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Voilà. Et les Russes, jusqu'à présent, ils ont fait une guerre sans contact. Très peu de contact. C'est pour ça qu'ils ont très peu de morts et de blessés. Hein, ils font une guerre à l'artillerie, à la russe, en évitant les pertes civiles. Il y a très peu de pertes civiles. C'est l'ONU qui le dit. Hein. Il y a moins de 10 000 morts depuis 8 mois. Je crois, je ne sais plus, 6 000 quelque chose. On est peut-être un peu plus maintenant. Donc il y a très peu. C'est pas du tout une guerre comme on veut la décrire. C'est pas l'Irak, quoi. Non, c'est pas l'Irak, c'est pas la Syrie, ça n'a rien à voir. C'est une guerre justement où il s'agissait de ne pas taper le peuple ukrainien. Maintenant, ça a changé. Oui, maintenant ça a changé, c'est-à-dire on le fait mourir de froid, vivre dans le noir, etc. Pour essayer de montrer que est-ce bien raisonnable de continuer à avoir des positions aussi délirante en fait, quand le président Zelensky dit on va récupérer chaque pouce du territoire ukrainien, y compris la Crimée. Vous avez les généraux américains qui disent Toto, on se calme là, non. Alors justement, on a l'impression que c'est assez récent cette attitude quant à Zelensky, où maintenant tout le monde trouve un peu qu'il va trop loin. Bah oui, et à ce sujet, j'ai interrogé Sylvain Ferreira, je vous propose de l'écouter. Si Zelensky continue ses déclarations assez va-t-en-guerre, assez unilatérales, et puis avec ce côté je ne négocierai pas avec Poutine, je ne négocierai qu'avec son successeur, Poutine est un bandit, etc., etc., on peut imaginer que les Américains s'en débarrasseront comme ils l'ont toujours fait dans leur histoire, avec ce qu'ils appelaient leurs Sons of Bitch, et que l'avenir de Zelensky est scellé. Alors peut-être comprendra-t-il qu'il faut qu'il change de fusil d'épaule, mais en a-t-il les moyens en interne à l'égard de son aile droite la plus nationaliste et néo-nazie? J'en doute, donc je pense que Zelensky finira par être débarqué, parce qu'il ne pourra pas tenir ce langage et en même temps accepter ce que les États-Unis sont en train de négocier à sa place. Vous souscrivez à ce que vient de dire M. Ferreira? Oui, tout à fait, comme toujours. Les Américains lâchent leurs alliés de circonstance. Enfin, ils s'en servent. Pensez aux Kurdes en Syrie. Bon, c'est-à-dire, à un moment donné, quand l'allié, le proxy, a fait son œuvre, a servi les objectifs, et a servi les siens en même temps, que ce soit en argent, en armes, en influence, en territoire, bon, pourquoi pas. Donc il y a un moment où quand même l'oncle Sam dit maintenant si on doit calmer le jeu, alors es-tu d'accord pour calmer le jeu? Ah ben non, je ne veux pas calmer le jeu. Bon, et ben donc on commence à le faire sans lui. On va le calmer sans lui. Voilà. Donc bien sûr, c'est pour ça vous avez évoqué les entretiens Patrouchev-Burns, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres choses qui se font en ce moment même. Donc ça me semble logique. Il y a un moment où il va devenir plus nuisible qu'utile. Voilà, donc soit il comprend, soit il comprend pas. Et s'il comprend, qu'est-ce qu'il doit faire? Ah ben s'il comprend, il faut qu'il devienne réaliste, donc il aura des problèmes en interne. Mais j'allais dire que le président Poutine a la même chose, c'est-à-dire il y a un problème. Quand on voit ce qu'il a fait en septembre, avec l'organisation des référendums, puis la reconnaissance des 4 oblasts, puis la nomination de Sourovikine, etc., il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était très frappant, en préalable à cette phase, il y avait des gens qui, dans les médias russes, commençaient à dire enfin ça va pas du tout, on est beaucoup trop mou, il faut en finir, il faut passer à la vitesse supérieure, on s'est planté, on a sous-estimé les Ukrainiens, surestimé nos forces, sous-dimensionné notre dispositif, etc.
Moi, je pense que c'est une manière de faire admettre la décision politique par le peuple. C'est-à-dire, si vous voulez, vous intégrez votre opposition, entre guillemets, qui dit, bon, il faut faire plus, et puis après vous dites, bon, j'ai décidé que je ne pouvais pas faire autrement que de faire plus. Voilà, j'y suis contraint. J'y suis contraint. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là en Russie, et ça peut être organisé aussi comme ça en Ukraine. Ce serait intelligent de faire ça, c'est-à-dire faire monter la nécessité, la lucidité d'une négociation, parce que sinon ça peut très mal se terminer. Je veux dire, ça peut être Odessa, on peut reprendre Kherson, on peut faire beaucoup de choses en fait. Hein. Et puis surtout on peut pétarder, enfin on peut bombarder les Russes peuvent bombarder. Et il n'est pas dit qu'ils n'y songent pas déjà, avec des missiles, quelques missiles bien placés hypersoniques, tous les ponts sur le Dniepr. Hein. Et là, ça redevient une frontière naturelle totale. Vous voyez ? Donc, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. En fait, voilà, nous, on voit ça comme une guerre, et c'en est une, bien sûr, c'est une invasion, bien sûr, c'est illégal, c'est illégitime d'entrer, d'envahir un pays, un État souverain, etc., bien sûr. Mais nous, on voit ça comme une guerre incroyable, et on le présente comme une guerre incroyable. En fait, militairement, la Russie, jusqu'à présent, a quand même pris des options extrêmement modérées, parce que Poutine, il a des problèmes, justement, de préservation de son pouvoir et de préservation de l'équilibre avec la population et du soutien de la population. Donc c'est très compliqué. Il y a beaucoup de Russes, en Russie il y a beaucoup d'Ukrainiens. Voilà, exactement. Donc pas de perte, c'était ça ces options, pas de perte civile, pas de perte non plus militaire russe importante. Il ne s'agit pas de voir revenir les cercueils, les body bags, etc. Donc c'est ça aussi qui a dimensionné l'opération militaire spéciale initiale. Le problème, c'est que, voilà, depuis, il y a eu effectivement cette réaction occidentale où on s'est jeté sur le truc, inondé d'argent, inondé d'armes, et donc tout est monté en gamme, tout est monté en gamme, tout est monté en gamme, et lui, ses buts de guerre ont changé. Et quand Lavrov et Zakharov le disent, ils disent sur la base de la réalité existante, nous, on entend sur la base de la défaite russe. Bien sûr. C'est là que le malentendu se poursuit. C'est exactement l'inverse. Voilà, c'est exactement l'inverse. Donc on n'est pas encore à une vraie négociation, vous voyez. Et je pense en plus que les Russes, ils veulent surtout négocier la sécurité en Europe, donc la démilitarisation de l'Ukraine, c'est quand même ça l'essentiel. Et revenir à ce qu'ils demandaient au début, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour terminer cette émission, on va peut-être se concentrer quand même sur l'Union européenne et puis après la France. On a l'impression que l'Union européenne a encore perdu quelques plumes dans cette affaire, avec une Ursula von der Leyen extrêmement belliqueuse au début, qui faisait même des tombolas pour vendre des armes à destination de l'Ukraine. Aujourd'hui, elle a quasiment disparu, même si elle est gentiment venue planter son petit arbre au G20 comme les autres. Elle n'a plus aucun poids, on a l'impression. Elle a le poids de ceux qui l'ont mise là. Simplement, elle est allée un peu loin, quoi. Et je pense que, quel que soit le degré de vassalité des élites européennes, il y a un moment où, quand même, ils sentent que vis-à-vis de leur peuple, quand l'évidence de la sujétion est trop forte et du fédéralisme implicite, de la course au fédéralisme implicite de l'Europe est trop forte, ils risquent d'en subir les conséquences politiques intérieures eux-mêmes, et donc on calme le jeu. C'est-à-dire, le problème, c'est que là, ça serait une Europe fédérale avec une capitale qui serait à Washington. C'est ça. Mais ça, c'est l'idée initiale. Hein. Ça, c'est le plan. Hein. C'est le plan des années 50. C'est Monnet. C'est les pères fondateurs. C'est ce qu'on a appelé les pères fondateurs de l'Europe, qui étaient quand même tous des envoyés américains. Bon, soit Schuman, Monnet, tout ça. Voilà. Donc, mais ça, c'est aussi indicible. Ça n'est pas possible. Enfin, voilà. On ne peut pas dire ça. Mais c'est la réalité. Donc, Ursula von der Leyen, mais je pense que ça a commencé avec le Covid. Enfin, c'est cette capacité à s'arroger des prérogatives. Mais d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, on a fait le parallèle. On a dit, après cette belle réussite pour la gestion des commandes de vaccins,
on va déléguer la défense. C'est un peu comme ça qu'ils l'ont présenté. Voilà, bah oui, c'est bien, oui. Oui, mais alors la défense européenne, là pour l'instant, on a quoi? On a les Allemands qui disent bon, ce sera toujours pour l'OTAN, ce sera toujours aux ordres de l'Amérique, etc. Mais nous, on a notre plan à nous. Et fin de l'illusion amoureuse avec la France, voilà. Donc déjà c'est net, ils font ça dans tous les domaines. D'ailleurs, l'Allemagne est vraiment en train d'essayer finalement de se servir de l'Europe un peu à la carte. C'est pas le opting out à l'anglaise comme avant, mais elle est en train clairement d'essayer de s'en sortir parce qu'elle est dans une mauvaise position, parce qu'on lui a quand même pété ses gazoducs. Mais est-ce que finalement, ça serait pas la meilleure solution pour la France, pour elle aussi s'émanciper, profiter de l'Allemagne qui prend ses distances vis-à-vis de l'appareil bruxellois, en disant, si la figure de proue de l'Europe, quoi qu'on en dise, prend ses distances, c'est qu'il faut les prendre, donc faisons pareil, recréons une souveraineté nationale. Oui, mais nous, on a juste un gros problème que n'ont pas les Allemands, c'est qu'on est pauvres. On est super endettés, nous. On ne travaille pas assez, nous. Non, mais c'est vrai, on est un pays, on vit, on est vraiment la cigale de la fable, quoi. Donc ça demande... Enfin, tout le monde n'est pas cigale en France. Hein. Ah non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dur. Bien. Non, mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que nous avons un pays endetté très au-delà de notre PIB, que nous sommes donc fragiles. Voilà. Donc les Allemands, ils profitent en fait de tout cela pour essayer de s'en sortir, et de s'en sortir, y compris géopolitiquement, en réémergeant géopolitiquement, notamment devant la Pologne, face à la Pologne, qui est la grande gagnante quand même de toute cette affaire ukrainienne en Europe, et vis-à-vis de Washington. Donc maintenant, il y a une espèce de concurrence là, polono-germanique, avec tout ce qu'ils ont dans l'histoire qui les oppose, pour être dans les bonnes grâces de Washington. Bon. Changer de partenaire et prendre un partenaire de la nouvelle Europe, de la jeune Europe. De la jeune Europe, la vieille Europe, la jeune Europe, c'était Donald Rumsfeld au moment de 2003 de l'Irak. Et puis surtout, les Allemands étaient tellement dépendants et tellement, si vous voulez, le lien germano-russe était quand même fort, concret. Donc là, depuis qu'il n'y a plus Nord Stream 1 et 2, c'est clair et net. Voilà. Donc, ils se sont fait rappeler à l'ordre de la réalité de leur dépendance américaine, les Allemands, et ils essaient de réagir et de ne pas s'en laisser compter, de ne pas se laisser engloutir complètement. Parce que maintenant, ils sont dans une vraie crise aussi. C'est une nation industrielle, beaucoup plus que nous, infiniment plus que nous. Donc l'énergie, ça compte. Voilà. Donc, je pense que les rapports de force en Europe sont en train d'être complètement, avec ce qui se passe en Italie aussi, ils ne sont pas forcément alignés. Enfin, c'est pas ce qu'on appelle les populistes, même si je trouve aussi que nous sommes dans un pays de plus en plus populiste, mais c'est pas forcément les pays populistes qui sont les moins dépendants, des États-Unis. Prenez l'Italie. Meloni a fait plus que patte blanche pour être élue vis-à-vis de Washington. Et l'Italie est couverte quand même de bases de l'OTAN. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. Donc, si vous voulez, il y a des décalages, il y a des selon les domaines, selon les sujets, selon les opportunités, selon les nécessités. Et la France d'Emmanuel Macron dans tout ça ? Moi, il a tiré la manche de Xi Jinping quand même. Hein. Oui. Oui. Non, mais c'est... moi, je regrette beaucoup que nous n'ayons pas pris la mesure des opportunités que cette crise permettait. Voilà, comme toute crise, vous pouvez la voir... Alors, c'est vrai qu'on est fragile, c'est vrai qu'on est dépendant économiquement, c'est vrai qu'on s'est mis nous-mêmes par tout un tas d'affaires industrielles un peu dans les mains américaines de manière excessive. Mais néanmoins, nous avons des atouts, notamment en matière de négociation, que nous aurions pu faire jouer
bien au-delà de quelques paroles, etc. Mais pour ça, il faut commencer par ne pas divulguer ces conversations. Vous avez vu ce qui s'est passé entre le président chinois et le Premier ministre canadien. C'est amusant d'ailleurs, parce qu'on compare souvent Trudeau et Macron. C'est la même chose, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, tu veux négocier, Toto, ça commence par le secret et le respect. Donc, donc déjà, c'est pas, on négocie pas avec les médias, on négocie pas en parlant au peuple, en racontant tout ce qui se dit. Enfin, ça n'est pas possible. Ça n'est juste pas possible. On n'est plus crédible si on fait ça. Voilà. Donc, Xi Jinping vient de le rappeler à Justin Trudeau. Avec le sourire. Avec le sourire, naturellement. Voilà, il y a quelques prérequis, il faut quand même en passer par là, sinon, voilà. Bon. Et nous, on a un peu ce problème-là aussi, c'est-à-dire on se trompe de cible, on se trompe d'interlocuteur, de mon point de vue. De mon point de vue. Attends, ce n'est que mon point de vue. Mais malheureusement, nous... Et tant qu'on est dans l'alignement, on n'a aucune utilité. Aucune crédibilité, aucune utilité. Ni marginale et ni centrale, encore moins. Voilà. Donc c'est très encourageant alors. Non, mais je suis moi-même totalement déprimée. Ah tout va bien alors. Je suis vraiment désespérée là, oui. Bon, je vous remercie quand même en tous les cas, parce que ça ne s'est pas vu pendant cette émission. Non. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci d'avoir enduré mon magnifique timbre de voix. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro où j'espère j'aurai terminé ma transition. À la semaine prochaine.